intervenants, voilà, qui vont aborder cette question de, comment dire, des arts martiaux avec une autre approche que celle du judo, puisque ce sont des aikidoka donc que j'ai eu, enfin, en tout cas pour l'un d'entre eux, et je pense à Bruno Traversi, hein, aikidoka que j'ai rencontré dans le cadre de ma découverte de cette pratique, et j'ai trouvé intéressant de leur proposer d'intervenir justement en contrepoint un petit peu du judo, puisque l'aïkido ne s'inscrit pas du tout de la même manière dans la culture japonaise que le judo. Et pour favoriser justement cette dimension de dialogue et pourquoi pas de controverses éventuelles, je trouvais intéressant de les solliciter. Voilà. Je vais les présenter rapidement. Donc, je pense que c'est Bruno qui va prendre la parole en premier. Donc, Bruno Traversi, il est docteur en philosophie, chercheur associé à l'Institut des sciences du sport santé de l'Université de Paris. Il est également diplômé de l'Aikikai de Tokyo et ses recherches portent notamment sur la psychologie analytique et les états modifiés de conscience. Voilà. Et donc Geoffrey Chassa, qui va intervenir à sa suite. Il est membre de la Société française des études japonaises. Il est titulaire d'un master de recherche en études japonaises de l'Université de Lille. Et ses travaux portent sur les nouvelles religions japonaises et les états modifiés de conscience. Voilà. Et il a notamment publié une étude sur la pensée et la pratique ascétique de Deguchi Onisaburo et une traduction de mythes du Shinto tiré du Kojiki. Voilà, donc je leur donne la parole. Donc, ils ont prévu une intervention de 30 minutes chacun. Donc peut-être à l'issue des deux interventions, peut-être faire une salve de questions. Donc Bruno, Oui, je te donne la parole. merci Voilà. bien. Donc voilà, je propose un exposé sur le spontané dans le Budo et particulièrement dans l'aïkido de Ueshiba. Alors, mon intervention va être un peu effectivement par rapport à ce qui s'est dit avant, un peu de côté. On quitte un peu le judo, puisque je ne vais pas directement parler du judo et de kano, mais enfin, il en sera question un petit peu à un moment. Et puis, on quitte aussi la question des structures, des organisations, puisque je vous propose une intervention sur la question du spontané dans les arts martiaux, particulièrement. Et puis aussi, je vais dans la culture, évidemment dans le champ de la culture japonaise. Donc, tout d'abord, un petit mot sur, si je peux, effectivement, si ça fonctionne, voilà, un petit mot sur la… Alors, concernant la spontanéité, je vais aussi faire référence un peu à la danse et aux pratiques de santé, très rapidement, pour montrer un peu l'ensemble des pratiques corporelles et intégrer la question du Budo dans ces pratiques. Alors, un mot évidemment sur Ueshiba. Donc, il est le fondateur de l'aïkido, comme vous savez. Alors, il redéfinit, il a écrit quelques articles, il a écrit un livre qui a été traduit, qu'on a traduit il y a quelques temps, en 2006, qui s'appelle Takemusu Aiki. Et dans ce livre, eh bien, il redéfinit le Budo. Donc, je vous donne tout de suite sa conception du Budo, le sens qu'il donne au terme Budo. Pour lui, c'est la voie pour dépasser le conflit et édifier le monde comme une grande famille, dit-il, par la formation d'un être humain libre. Donc voilà, vous avez un peu sa conception du terme Budo. Alors, pour Ueshiba, eh bien, le Budo va doit permettre à l'individu, selon lui, de se construire, de se fonder en lui-même. Donc, ça va être la question essentielle de mon exposé, afin d'atteindre à la liberté souveraine, dit-il. Et pour ça, il doit être capable d'agir de manière spontanée. Et comme on va le voir, en fait, quand il parle de spontané, de spontanéité, eh bien, il renvoie à un état de transe. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer un peu aujourd'hui, la relation entre le geste, le Budo et les pratiques de transe
qui caractérisent la pratique de Ueshiba du Budo. Alors juste un mot pour dire que, comme vous le savez également, le judo et l'aïkido sont des disciplines sœurs, hein, parce que au fond, dès le début de la création de l'aïkido, eh bien, il y avait des pratiquants qui pratiquaient les deux disciplines dès les années 30 en fait. Et puis l'aïkido s'est développé aussi en France, notamment par le biais des professeurs de judo. Alors, ici, vous avez André Noquet, qui était donc tout d'abord enseignant de judo, et qui a fait un voyage au Japon, notamment parce qu'il était missionné pour étudier les arts martiaux et la médecine traditionnelle japonaise. Et puis il a rencontré donc Ueshiba, que vous voyez ici. Et puis finalement, bien, André Noquet a largement contribué à l'implantation et au développement de l'aïkido en France. De même qu'il a également contribué au développement du judo. Alors, pour revenir, pour clarifier tout de suite mon sujet, pendant mon exposé, je vais distinguer deux types de spontanéité. On entend généralement par acte spontané un acte qui se fait sans réflexion, sans intention, dans l'instant, on va dire, sans avoir été prémédité, un acte que le corps produit, tandis que le sujet conscient ou volontaire se tient plus ou moins en retrait. L'acte spontané peut surprendre le sujet en lui donnant l'impression que c'est un geste qui ne lui appartient pas. Et donc, l'acte spontané renvoie à une origine autre, on va dire, que le moi conscient et intentionnel. Alors, on associe également le geste spontané, au fond, au naturel, hein, à l'origine. Alors, comme on va le voir, hein, il y a des pratiques corporelles, martiales, artistiques, de santé qui recherchent un geste spontané comme étant un acte authentique exprimant la nature du sujet, la nature originelle du sujet, en deçà de la culture. Et donc, pendant l'exposé, je vais distinguer deux formes de spontanéité. La spontanéité que je qualifie d'hétéronome. Le geste spontané est vécu comme un acte traversant le sujet, mais provenant d'une origine extérieure, en réponse le plus souvent à l'environnement. Donc, pour cette spontanéité hétéronome, au fond, l'acte spontané renvoie à une origine qui se situe dans le monde extérieur du sujet, hein, dans le monde extérieur. Et puis, je vais distinguer à l'opposé, je vais opposer cette spontanéité hétéronome. Alors, attendez, j'ai dû louper quelque chose. Voilà. À la spontanéité que je vais qualifier d'autonome pour les distinguer. Alors, c'est une distinction évidemment artificielle, parce qu'en fait, dans la pratique, les deux se mêlent, mais pour le propos, pour l'étude, je les distingue. Donc, le geste spontané, dans la spontanéité autonome, bien, le geste spontané est vécu comme un acte traversant le sujet et provenant d'une origine intérieure, d'un centre donc plus fondamental que le moi, sans que cet acte ne soit une réponse et l'effet de l'environnement. Et donc ça, c'est le point principal pour dire, pour qualifier la spontanéité autonome. Alors c'est cette spontanéité que va rechercher Ueshiba, on va voir ça. Alors pour débuter mon propos, je vais partir d'une situation d'enseignement. Alors je suis enseignant d'aïkido, hein, et alors il y a une vingtaine d'années, ça fait un petit moment déjà, mais on m'avait proposé j'avais fait un cours d'initiation à des judokas qui étaient rassemblés en stage, en fait, et ça se passait pendant un stage. C'était à l'occasion d'un week-end. Et puis donc, j'intervenais pour faire une présentation, une initiation à ces pratiquants de judo. Alors évidemment, d'un point de vue d'enseignant, j'avais là un public qui n'était pas du tout des débutants, de faux débutants, puisqu'ils avaient tous une connaissance du Budo. Un savoir-faire, donc des gestuels, ils connaissaient bien sûr des gestuels incorporels, ils avaient
un tas de gestuels incorporés, des techniques incorporées. Et puis, c'est à travers ce savoir et ce savoir-faire qu'ils allaient donc recevoir et comprendre mon cours, mes consignes. Et donc, je leur ai proposé de faire un cours sur la spontanéité. Le but était de montrer les conceptions différentes entre, enfin, d'exposer la conception de Ueshiba, donc de la spontanéité. Donc, j'ai commencé alors par leur montrer une technique très simple à reproduire, puisqu'il ne s'agissait pas du tout d'apprendre des techniques en réalité. Je leur ai laissé donc le temps de l'exploration de la technique, évidemment, le temps de l'apprentissage. Et puis, au bout d'une dizaine de minutes, je leur ai donné comme consigne, en fait, d'être spontané dans l'exécution du mouvement. Soyez spontané. Alors, bien entendu, chacun, bien les pratiquants ont compris qu'il fallait exécuter le mouvement sans réfléchir, en quelque sorte, hein, dans une sorte alors, dans un laisser-aller, un laisser surgir plutôt, en faisant moins attention à la précision technique. Alors, donc, ils se sont efforcés de moins réfléchir, d'être moins conscients. Ils se sont mis dans un état de plus de réactivité ou d'adaptation immédiate aux variations du milieu, au changement des postures de leurs partenaires. Alors évidemment, dans cet état, l'attention quitte en quelque sorte le modèle en tête, la technique que j'avais montrée, et pour se porter vers l'extérieur. Donc le sujet devient évidemment attentif à l'environnement, sans que cette attention ne soit pleinement consciente. Peut-être on peut parler d'une sorte une forme d'attention et d'adaptation corporelle, hein, que le conscient ne perçoit qu'en partie. Si on veut, donc j'essaie là de vous dire le changement d'orientation de la conscience que j'opérais par cette consigne. Alors bien entendu, une fois dans ce changement d'état, la gestuelle que j'avais montrée s'est métamorphosée assez rapidement, hein. Excusez-moi, j'étais en retard sur ma vignette. Et donc la gestuelle s'est métamorphosée, hein. Elle a disparu. Le geste a été remplacé par d'autres actes, d'autres techniques, hein, qui jaillissaient naturellement pour ces judokas qui étaient expérimentés, et des techniques qu'ils connaissaient par cœur, des techniques incorporées, et puis aussi des créations de mouvements, de créations sur le moment, qui étaient plus ou moins constantes également. Donc là, il y avait effectivement une forme de spontanéité qui était en train de s'opérer, et qui était aussi de l'ordre de l'adaptation, et non plus donc du tout dans la reproduction du modèle que j'avais proposé. Alors, notamment, pour vous donner un exemple de changement, dans la technique que j'avais proposée, c'était une technique où il fallait glisser les pieds, sans quitter donc le sol. Alors rapidement, cette partie de la gestuelle a disparu. Les pieds se sont levés, ou alors il y a eu un peu des sautillements. Donc là, c'est un exemple pour vous dire que toutes les parties de la gestuelle enfin, il y a beaucoup de parties de la gestuelle qui ont été modifiées, et puis quelquefois des gestuelles tout à fait différentes. Donc je les ai laissés un peu dans cet état, et cette variation de gestuelle, c'est bien ce que j'attendais en fait. Donc au bout de quelques minutes, eh bien, je leur ai proposé, j'ai précisé ma consigne, et je leur ai dit cette phrase, hein, je leur ai donné pour consigne de ne pas réagir, mais d'être spontané. Ne réagissez pas, soyez spontané. Donc vous comprenez bien qu'à ce moment-là, cette consigne a provoqué une sorte de pause générale, hein, car elle était à la fois entendue comme quelque chose d'impossible et de contradictoire, en quelque sorte. Puisque on ne voit pas bien, tout d'abord, comment il est possible de ne pas réagir à l'environnement, surtout lorsqu'on est en action, et en plus dans une situation martiale.
Et puis, il est vrai que de toute façon, ne pas réagir est tout à fait impossible, mais c'était la consigne, hein, que cette exigence, qui devait poser, problème. Et puis, on ne voit pas non plus, bien comment on peut être spontané sans être réactif. Donc, bon, ma consigne a provoqué évidemment une suspension de l'entraînement et c'est ce qui m'a permis de, eh bien de de commencer à expliquer, la conception de la spontanéité, selon Ueshiba et puis de préciser d'autres consignes pour continuer l'entraînement. Alors ce que je vais faire maintenant, bien je vais vous proposer d'abord, de revenir, de quitter un peu cette partie, la question de l'entraînement pour, pour introduire la question de la spontanéité selon, Shoeki d'une manière un peu générale. Alors, la spontanéité, c'est la spontanéité, le geste spontané, le spontané, le naturel aussi. C'est évidemment une question qui est centrale, dans les arts martiaux, dans les pratiques ascétiques et qui a été très largement débattue, heu, de aussi bien dans le taoïsme, par exemple, ou bien dans le bouddhisme et puis dans les arts martiaux. Alors, le alors comme le terme évidemment pour, spontané en japonais, c'est shizen, qu'on traduit par spontané ou naturel. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qu'agir spontanément? Qu'est-ce qu'être spontané? Peut-on apprendre doit-on apprendre à être spontané ou le spontané peut-il faire l'objet d'une transmission? Eh bien, évidemment, ça renvoie à des questions, débattues également en éducation. Alors, Shoeki, qui est un médecin et philosophe du XVIIIe, d'emblée annonce que, Shizen, au fond, le spontané, c'est une notion insondable. Pour parler de Shizen, les anciens définissaient ainsi ce mot: inconcevable, insondable, mais c'est cela qui advient. Alors je continue à citer, Shoeki. Ainsi, depuis les sages de la Chine et de l'Inde, et cependant des milliers d'années, jusqu'à nos jours, tous ont fait de Shizen la plus mystérieuse des choses, et il ne s'est rencontré aucun livre ni aucun homme qui ait révélé ce qu'est Shizen. Alors le spontané, effectivement, se rapporte à l'origine, à ce qui fonde et donc évidemment, par principe, il est insondable. Néanmoins, alors le Lao Tzu fait également ainsi procéder toute chose de la spontanéité du Tao, la spontanéité du Tao. Au fond, Shizen, c'est ce qui est à l'origine. Comment revenir à Shizen? Comment sonder Shizen? Pour Shōeki, c'est quelque chose d'impossible. Toutefois, parce qu'il il est au principe de tous les phénomènes, mais il est aussi, insondable, mais il se cache derrière les phénomènes. Mais dit, Shōeki, il peut néanmoins parfois se révéler lui-même à travers un certain type de comportement. Alors, un certain type de comportement, je vous cite encore, Shōeki ici: «Je crois bien que cela m'est arrivé lorsque j'ai rencontré mon maître. Ah, voilà bien ce qu'est Shizen». Donc il y a l'idée ici que, Shizen peut être dévoilé par une forme de comportement, une façon de se, rapporter à soi et de se rapporter, au monde. Et dans le maître, au fond, il voit le Shizen, se dévoiler tel quel. Ainsi donc Shizen, s'il peut être voilé le plus souvent, il peut également se rendre visible, se dévoiler lui-même, en quelque sorte, puisque le propre de Shizen, de la spontanéité, c'est son autonomie. Alors quelles sont les traces de Shizen? Quel est ce comportement qui fait que Shizen se dévoile, à travers le geste ou à travers la parole?
Alors, Shoeki continue. Shizen cela veut dire ce que veulent dire eux-mêmes les deux caractères qui le composent, ce qui se fait tout seul. Donc, ce qui est, et puis je vous ai donné quelques phrases pour qui viennent préciser la pensée la définition de Shizen. Ce qui a sa source dans le sujet, mais ce qui ne dépend pas de l'homme, ce qui est tel dès l'origine dans les phénomènes, ce qui est vierge de toute influence ou intervention extérieure. Alors, il y a dans le Shizen l'idée que l'action spontanée semble échapper d'une part à l'emprise du sujet et aussi à l'enchaînement des causes et des effets, parce qu'ils étant indépendants de l'environnement. Alors, c'est ainsi, dit Shaoki, que les taoïstes recherchent un comportement qui s'enracine dans dans une origine où rien n'est encore différencié. Alors, on trouve l'idée que Shizen s'obtient par une forme de pratique ascétique, d'un retournement du regard. On trouve cette idée de retournement du regard, d'un travail sur soi qui permet de parvenir à la spontanéité, notamment chez Lu Tzu, qui est un taoïste du 8e siècle, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le mystère de la fleur d'or. Et donc Lu Tzu eh bien, décrit toute une étape, toute une série d'étapes dans sa pratique ascétique qui va lui permettre de se saisir de l'origine première et donc d'atteindre à la spontanéité. Et pour ça, dit Lu Tzu, il faut d'abord commencer par se défaire des influences extérieures, euh, pour- afin de laisser se déployer ce qui est en soi, provient de soi, mais qui ne ressort pas du moi. Quelque chose d'impersonnel qui se déploie pour créer le mouvement dans sa forme. Alors juste une remarque, euh, ce traité de Lu Tzu, le mystère de la fleur d'or, a été considéré, analysé par le psychiatre Carl Gustav Jung. Il en a fait un commentaire psychologique, parce qu'il retrouvait dans les pratiques de Lu Tzu, que décrit Lu Tzu, dans cette façon de s'intérioriser, des choses qu'il avait rencontrées, certaines expériences personnelles, et puis des pratiques qu'il avait aussi rencontrées de manière spontanée chez ses patients. Donc, il en a fait un commentaire sur le mystère de la fleur d'or chez Albin Michel. Alors, si le Shizen, le spontané, a été tout d'abord considéré comme l'expression d'une origine intérieure et qui demande pour y accéder une pratique ascétique, il y a d'autres conceptions du spontané. Il a été aussi compris, terme de Shizen, comme un laisser-faire et une fusion avec l'environnement extérieur. Alors, notamment dans le taoïsme, mais aussi dans le bouddhisme. Donc là, cette fois-ci, on n'est plus dans une pratique du spontané qui demande un travail ascétique, mais un laisser-aller sensitif. Alors, Isabelle Robinet cite Yang Zhu qui prône cette conception du spontané. En vain, on met en veilleuse le sens de l'ouïe et de la vue par des considérations sur le bien fondé ou non des instincts du corps. Ainsi, on gâche inutilement la suprême jouissance du présent par une heure où l'on soit maître de l'instant. Pas une heure où l'on soit maître de l'instant. Et Jacques Joly, dans le Naturel selon Shoeki, eh bien dénonce cette forme de compréhension du spontané. La tentation écrit Jacques Joly, était trop pressante d'assimiler directement le spontané, le plus immédiat, à Shizen. Et brûlant alors toutes les étapes initiatiques de prôner le laisser-aller intégral,
ou le pur assouvissement de ses instincts, tels qu'ils se présentent, comme mode d'accès à l'état de Shizen. Nous avons bien sûr affaire ici à un spontanéisme, c'est-à-dire au dévoiement de la notion de spontanéité. Alors, je vais vous donner quelques exemples très rapidement, de pratiques actuelles de cette forme de spontanéité que j'ai nommée hétéronome, qui consiste au fait, à se laisser aller en pensant que l'origine du spontané, et au fond l'origine de l'être humain, se situe dans le milieu extérieur. J'ai pris quelques exemples, j'ai pris 2 exemples d'art du corps qui sont liés à la culture japonaise. Alors tout d'abord, la danse Buto. Alors, il faut dire quand même que les initiateurs du Buto se sont inspirés de l'art occidental, hein. Donc c'est une danse qui est, comment dire, généralement présentée comme étant une danse purement japonaise. En réalité, les initiateurs se sont largement influencés de l'art occidental et notamment d'Antonin Artaud, qui lui-même dit s'être influencé du bouddhisme. Donc là, on a une sorte de cercle où les cultures s'influencent mutuellement. Alors, dans le Buto, effectivement, les danseurs recherchent un corps authentique, disent-ils, qui ne soit pas le produit de la culture, qui accorde le primat à la raison. Ils recherchent une spontanéité, un acte spontané. Et puis, cet acte spontané doit normalement les conduire à retrouver le lien originel avec la nature. Donc, on voit les danseurs Buto qui quittent la scène, hein. Les danseurs Buto ne dansent pas sur les scènes, au contraire. Ils vont danser en dehors des scènes, ils vont danser dans la nature pour retrouver cette spontanéité, ce mouvement spontané qui, selon eux, eh bien, leur permet de renouer avec ce qu'ils sont, avec ce qu'est l'être humain fondamentalement. Et donc on a une sorte de volonté de fusionner avec le tout sensible, si vous voulez. Et dans cette fusion, ils recherchent l'effacement du sujet, de se fondre dans une unité. Ils emploient cette expression de mêler ses cellules à celles de l'environnement, hein. C'est une expression de Ajikata. Donc, ça donne lieu effectivement à des corps, à des postures animales, où l'instinct s'exprime, quelquefois avec des bruits qui ressortent plus de l'animal que de l'être humain. Enfin, l'idée, c'est effectivement de retrouver le geste spontané, et pour eux, le geste spontané, eh bien, provient de l'environnement et du monde naturel. Ensuite, j'ai pris un autre exemple de pratique de la spontanéité, qui est la danse contact improvisation. Alors, à première vue, eh bien, on pourrait dire qu'il ne s'agit pas d'une danse japonaise, mais là, cette fois, son initiateur, le fondateur du contact improvisation, qui est Steve Paxton, dit s'être influencé, d'avoir tiré sa pratique de l'aïkido et des arts martiaux d'une manière générale et de l'aïkido et du yoga. Donc il va tirer cette pratique, créer sa pratique à partir des arts martiaux, en développant complètement, selon lui, la spontanéité. C'est-à-dire il va axer tout son travail sur le spontané. Alors pour Paxton, eh bien, dans le contact, dans sa danse, chaque mouvement, hein, il exprime ça comme ça, chaque mouvement doit être l'effet et la cause d'un autre mouvement. De sorte que les mouvements s'enchaînent d'eux-mêmes, spontanément. Le corps du danseur s'inscrit donc en quelque sorte dans ce qu'on peut appeler le cours des choses, hein. Le mouvement ne vient plus de l'intérieur, mais trouve son origine dans le monde extérieur. Il y a quelque chose comme ça où le centre est déplacé.
ou en tout cas, c'est pour Paxson, c'est de retrouver le centre originel. C'est ce que je viens de vous dire. L'acte spontané permet de retrouver notre inscription, selon Paxton, originelle dans le monde. Et puis encore une fois, là, il y a l'idée que la spontanéité permet de retrouver l'animal qui est en nous. Une sorte de, de, de connaissance du corps instinctive, une façon d'être que le corps a avec d'être dans le monde, d'intelligence du corps aussi. Euh, alors là, c'est assez, je trouve que Véronique Fabry dit bien ce déplacement du centre dans la recherche de la spontanéité. Au lieu que ce soit l'impulsion intérieure qui engendre l'action, c'est l'action elle-même qui engendre d'autres mouvements. Le mouvement ne s'épuise pas dans l'action, mais produit davantage de mouvements. On est bien là dans un déplacement de l'impulsion. Et c'est ce déplacement de l'impulsion que le danseur du contact improvisation, va percevoir comme un état de libération. Vous ne cherchez pas consciemment votre mouvement, il est produit et prend forme à partir du duo. Là, on est dans un mouvement donc qui doit surgir par l'interaction des corps, sans que le sujet, là, le conscient, la volonté, au fond, ne soit impliqué. Donc, on est là typiquement dans ce que j'appelle une spontanéité hétéronome, qui trouve son origine à l'extérieur. Alors, cette conception de la liberté, au fond, poussée dans sa logique, eh bien, conduit Véronique Fabry à dire qu'au fond, il n'y a pas d'intimité. L'intimité se constitue dans le rapport à autrui et ne le précède pas. Notre monde intérieur provient d'abord de la rencontre avec le monde extérieur et se construit dans ce rapport. Et ce rapport est premier. Il n'y a pas de monde intérieur au fond originel, quelque chose qui serait d'abord donné. Le monde intérieur se construit petit à petit dans nos interactions avec le monde extérieur et au fond, il reflète ce monde extérieur. L'origine, pour le dire autrement, l'origine de ce monde, du monde intérieur, c'est le monde extérieur. C'était la conclusion? Non, non, non. Je suis en retard? On y est presque en retard. Ah, Mais j'interviens à la place de Valérie. Excusez-moi, Valérie. non. Ah là, je suis vraiment trop en retard là. Donc, je vais passer. Donc, en fait, si Paxton donne dit qu'il a tiré sa spontanéité, sa danse de l'aïkido, en réalité, il en inverse complètement la spontanéité, le sens. Puisque pour Ueshiba, au contraire, ça va être une spontanéité autonome. C'est-à-dire que pour Ueshiba, le geste spontané provient de soi et l'origine se trouve en soi. Alors, pour comprendre la spontanéité de Ueshiba, il faut comprendre la manière dont il conçoit l'être humain, la complexion. Il se représente l'homme comme possédant deux âmes. Et donc là, on va être dans une structure ontologique. L'âme corporelle qui se rapporte à l'environnement. Et puis l'âme spirituelle qui est pour lui l'âme qui peut se rapporter au centre originel. Alors on a ce schéma. Donc là, c'est le rapport au fond entre les deux âmes corporelles qui se font face. C'est un rapport sensible. Mais pour comprendre la complexion de l'être humain chez Ueshiba, il faut prendre ce schéma en considération. Ici, on a les deux âmes et le rapport entre les individus. Pour lui, le centre, c'est un centre qui se situe à l'intérieur, mais qui est en quelque sorte sur un autre plan de réalité, ontologiquement premier. Et les deux âmes, les personnages en rouge reflètent les âmes spirituelles, ont un accès à ce centre. Il est en quelque sorte le centre de l'individu
et le centre, en même temps le centre commun. Il identifie ce centre premier à la divinité de l'auguste centre du ciel, qui est, dans la mythologie, la première divinité issue du néant. Alors, il représente la divinité du centre par cette calligraphie, un cercle avec son centre. Et donc, pour lui, c'est l'origine de chaque individu et du monde. Donc, accéder à la spontanéité pour Ueshiba, eh bien, ça demande une sorte de retournement du regard, de délaisser le monde sensible pour se détourner du corps et du monde extérieur, pour porter le regard en soi et atteindre cette origine qui est en soi. Donc là, il y a un travail ascétique, tout d'abord, qui est une sorte de travail de transe, de mise en transe, et il distingue deux niveaux, un processus double, un processus d'intériorisation, on accède à ce centre, et un processus d'extériorisation, alors que pendant la transe, eh bien, il y a une remontée, une immersion ou une extériorisation d'éléments qui traversent le corps et qui le met en mouvement. Donc on est clairement dans une pratique de transe. Il va concevoir le rapport entre les individus à travers ce centre. Alors, juste pour revenir en arrière, vous voyez, le centre commun, eh bien, ce centre commun est pour lui la possibilité que les personnes, pour les individus, d'être dans une forme de coïncidence. Et tout l'art de Ueshiba, ça ne va pas être de rechercher l'adaptation ou la fusion avec l'environnement, mais par l'acte spontané d'entrer en coïncidence avec autrui. Donc on peut caractériser son art comme un art, une recherche, sa voix, comme une recherche de la coïncidence. Donc je vais bientôt terminer. Il donne pour cela un enseignement en 3 parties. La première partie, c'est un enseignement théorique parce qu'au fond, il faut expliquer, le spontané ne peut être compris que dans un paradigme, dans une représentation du monde. Donc, il y a un enseignement théorique, le fonctionnement de l'univers. On est là dans un cadre shinto, et il se réfère à la mythologie shinto, notamment au Kojiki. La deuxième partie de l'enseignement de Ueshiba, ça va être les méthodes de mise en transe, à partir d'une technique qui s'appelle le Chikan Kishin no, méthode pour calmer l'âme et retourner au divin. C'est la méthode pour retourner le regard et pour laisser advenir le spontané. Et puis la troisième, cette méthode de mise en transe, ça peut être faite en dehors des cours, mais aussi elle était réalisée par Ueshiba à chaque début de cours. Et puis enfin, la troisième partie de l'enseignement, ça va être la partie corporelle. L'expression corporelle, une fois que cet état de transe est atteint, eh bien, le corps se met en mouvement en quelque sorte. Et c'est ainsi qu'il donne des critères de Shizen, de la spontanéité, du spontané, à travers différents signes corporels, différents états. Et donc, une fois que la transe est atteinte, eh bien, le corps se met en mouvement et les techniques peuvent se produire. Voilà la dernière vignette. Donc, la conception de la pratique de la spontanéité chez Ueshiba, et d'ailleurs, comme qu'elle soit chez Ueshiba ou ailleurs, hein, dans les autres arts martiaux ou alors dans la danse, dépend en fait du paradigme dans lequel on se situe, de la manière dont on se représente l'univers et le rapport que l'individu entretient avec lui-même et avec le monde. Et donc, il faut un discours en quelque sorte. La spontanée prend son sens et s'installe sur un discours. Alors juste pour terminer, lorsque l'aïkido s'est développé en Occident, le discours sur la mythologie shinto a bien sûr été abandonné parce que par déplacement culturel, et la pratique des trans a également été abandonnée, a disparu, de telle sorte que le sens même du spontané et de spontanéité, eh bien, a été modifié. Voilà, je vais terminer comme ça j'espère ne pas avoir trop dépassé. Non, merci Bruno. Alors simplement moi, c'est la question que je te poserai. C'est comment effectivement toute cette conception de l'aïkido met en place une approche de l'éducation, hein, qu'on va pouvoir faire dialoguer avec celle de Jigoro Kano. Hein, en fait, voilà. Donc, ça sera la question que je te poserai à l'issue de l'intervention de Geoffrey, hein, pour que justement on puisse vraiment mettre en dialogue finalement ces deux types de budo qui se sont développés au Japon. Voilà. Je vais continuer le détour qu'a commencé Bruno, donc le détour par l'aïkido et par plus particulièrement la pensée
la pratique, puisque l'objectif de Ueshiba était de créer un budo pour éduquer l'individu et changer la société. Donc on va voir ce que ça implique. Donc petit rappel, Ueshiba, fondateur de l'aïkido, il était contemporain de Kano, même s'il était plus jeune. Mais on sait que les deux hommes se sont connus. Donc fondateur de l'aïkido, je disais, alors je vais ici utiliser le terme aïkido, je vais pas parler de l'aïkido moderne, je parle véritablement que de la discipline de Ueshiba. Donc je vais utiliser le terme aïkido dans ce sens-là. Et même si l'aïkido en soi a été, le terme aïkido a commencé à être utilisé à partir de 1942, officiellement, je vais quand même utiliser ce terme-là pour éviter de compliquer les choses, parce qu'il y a eu plein de changements de nom à travers son histoire. Donc évidemment, on prend en compte le fait que l'aïkido n'est pas figé, hein, c'est une discipline qui est en devenir et qui va évoluer tout au long de la vie de Ueshiba et encore aujourd'hui. Mais je me permets aussi de faire ça parce que les concepts et les moyens éducatifs que je vais vous présenter restent fondamentalement les mêmes, que ça soit depuis le départ en 1920 jusqu'à sa mort en 1969. Donc je le disais, Ueshiba veut créer un budo pour se construire soi-même et parachever le monde. Alors je vais vous présenter tout ça en trois parties. La première chose, je vais vous faire un petit rappel historique du développement du projet de Ueshiba sur les 15 premières années, parce que c'est vraiment 15 années où il y a un essor assez fulgurant. Ensuite, on verra le but de l'éducation par le bout pour Ueshiba. Donc, quel est l'objectif et comment il pense que c'est réalisable. Et ensuite, on verra les moyens éducatifs qu'il compte mettre en œuvre, qui sont au nombre de 3, qui seront indissociables les uns par rapport aux autres. Donc on va commencer par le développement du projet éducatif. C'est juste une petite frise. Donc on va pas évidemment retracer toute l'histoire, hein, c'est pas l'objectif, mais on va essayer de voir les grandes lignes. Donc j'aurais pu faire débuter, c'est difficile de trouver un point de départ à la naissance d'une discipline, parce qu'évidemment elle n'est pas de zéro, et elle n'est pas terminée. Enfin, on ne sait jamais quand dire, quand est-ce qu'elle est vraiment établie. J'aurais pu prendre 1920 parce que c'est la première expérience de Ueshiba en tant qu'enseignant, mais je vais remonter un petit peu en avant à son expérience en tant qu'élève, parce qu'il faut quand même qu'il ait appris avant d'être enseignant. Et donc ça, c'est en 1915, lorsqu'il habite à Hokkaido, il rencontre un homme qui s'appelle Takeda Sokaku, qui était maître de Daitoryu. Donc le Daitoryu, c'était le Daitoryu Jujutsu à l'époque. C'est un martial ancien qui était de la famille Takeda. Et Takeda Sokaku a réhabilité cet art martial-là. Il l'enseignait. Et donc Ueshiba, quand il l'a rencontré, il a été séduit par cette pratique. Et il a décidé de s'entraîner intensivement au Daitoryu. Donc ça a duré 4 ans. Et en 1919, Ueshiba apprend que son père est malade et il décide de retourner dans sa ville natale pour aller au chevet de son père. Et en chemin, il fait un détour par la petite ville d'Ayabe, qui est le centre spirituel de l'Omo-Tokyo. Donc l'Omo-Tokyo, c'était un groupe religieux qui était en train de grossir à l'époque. Il entend parler de ce groupe et il décide de s'y arrêter pour faire une prière. Et il y reste quelques jours et rencontre le leader d'Eguchi Unsaburo, que vous voyez à droite. Il teste le Chikkon Kishin no Ho, dont Bruno Traversy a parlé rapidement, qui était une méthode de mise en transe qui était très en vogue à l'époque, de 1916 à 1921, qui avait été popularisée par Deguchi. J'aurai l'occasion d'en reparler par la suite. Et cette visite en fait de quelques jours va lui faire très forte impression parce qu'il va décider à son retour à Hokkaido de déménager, de s'installer à Ayabe, dans la communauté de l'Omo-Tokyo. C'est ce qu'il va le faire dès 1920. Et dès la première année, il va fonder
dans la communauté de Lemotokyo un cours, le cours Ueshiba Juku, dans un bâtiment de Lemoto qui a été aménagé à la demande de Deguchi. Et c'est comme ça qu'il va commencer sa carrière d'enseignant d'arts martiaux. Alors 2 ans après, son ancien professeur Takeda Sokaku le rejoint à Lemotokyo, puis il va y rester 6 mois. Donc pendant 6 mois, il va à nouveau s'entraîner intensivement. Et il va recevoir de Takeda le titre d'instructeur représentant. Alors là, j'ai besoin de faire une petite parenthèse, parce que de rappeler que à cette époque, et dans ces types d'arts martiaux, il n'y avait pas encore de système de ceinture, puisque ça, c'est Kano qui l'a mis en place. Donc c'était une forme de filiation. C'est-à-dire que Ueshiba va recevoir un certain nombre d'enseignements de techniques. Donc Takeda va lui montrer un certain nombre de techniques. Et il va aussi payer une contribution. Et suite à cela, Takeda va l'inscrire sur ce qu'on voit sur la gauche ici, sur un registre des noms. Il va inscrire le nom de Ueshiba pour dire, voilà, Ueshiba a suivi, a appris tant de techniques, et il a payé la somme de temps, et donc il est reconnu comme instructeur. Voilà, donc c'était un système de filiation et qui fonctionnait de cette façon. Ce qui a aussi dérangé Ueshiba par la suite, parce qu'il a eu du mal à faire de sa discipline une discipline véritablement indépendante du Daitoryu, puisqu'il était rattaché, d'une certaine façon, lorsqu'il enseignait, il enseignait au nom du Daitoryu. Donc en 1925, Ueshiba monte à Tokyo, il commence à se faire connaître, il s'y installe véritablement en 1927. Il va avoir plusieurs dojos à cette époque-là, il va déménager plusieurs fois dans la région de Tokyo, et puis il va acquérir un terrain à Wakamatsu, sur lequel il fait construire un dojo, qui sera le Kobukan, qui sera inauguré en 1931. Donc en printemps 1931. Et un an après, en 1932, il va fonder avec Deguchi l'association pour la promulgation du Budo du Grand Japon, donc à Ayabe, qui sera une association qui va s'étendre dans tout le Japon et qui va avoir un essor assez fulgurant, parce que là on est en 1932 et vous allez voir qu'en l'espace d'un an, elle va énormément grossir. Donc ça, suite à la création de l'association, il y a une revue qui est aussi créée en septembre 1932, dans laquelle Ueshiba écrit. Ça fait partie des premiers textes qu'on connaît de lui. Voilà, donc je disais que l'association va énormément s'étendre, et en 1933, donc à peine un an et demi après sa fondation, elle compte déjà 2490 membres et 129 divisions à travers tout le Japon. Et le dojo principal est transféré dans une autre ville pour faute d'espace. Alors, une petite parenthèse, les membres, ce sont des hommes et des femmes de plus de 15 ans. Je fais une parenthèse parce que j'ai vu certains articles et certains débats dans l'aïkido actuel, notamment dans certaines fédérations françaises, sur la place de la femme dans l'aïkido. Pour Ueshiba, vous voyez que la question ne se pose pas, hein. Pourtant on est au début du XXe siècle au Japon. La question ne se pose pas, c'est homme ou femme de 15 ans en plus. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'une de ses premières élèves était la fille de Deguchi. Voilà, je ferme la parenthèse sur le genre. Donc l'association de Budo va être dissoute suite au deuxième incident de Lemotokyo. Les incidents de Lemotokyo, c'est une tentative de suppression par le gouvernement en place, tentative de suppression du groupe de Lemotokyo, ce qui fait que l'association de Budo va être dissoute, mais les autres dojos de Ueshiba, le Kobukan et tous les autres lieux dans lesquels il enseigne vont perdurer. Ils seront juste plus sous le drapeau de l'association de Lemotokyo. Ce qui fait que, pour résumer un peu, entre 1927, 1928 et 1938, Ueshiba va enseigner au Kobukan, à Takeda, qui était le dojo principal de l'association de Budo, dans différents dojos annexes, à l'Académie de Toyama, l'Académie navale, l'état-major militaire, l'Académie de police militaire. Il a aussi des dojos à Osaka et dans d'autres grandes villes.
Donc, il s'est étendu énormément en une petite quinzaine d'années. Voilà pour ce qui est de l'étendue, de l'expansion du projet éducatif de Ueshiba. Maintenant, quel était le but de l'éducation par le goût pour Ueshiba? Je l'ai dit, c'était réaliser un monde en paix. Alors, réaliser un monde en paix, pour lui, c'est possible. Ça passe pas contrairement à ce qu'on a vu avec la prospérité mutuelle, ça passe pas par l'entente mutuelle et le compromis, mais ça passe pour lui par un niveau fondamental à tous les êtres qui s'appelle l'âme spirituelle, ce qu'a présenté Bruno Traversi tout à l'heure. Je vais en reparler tout de suite après. Et il décline l'éducation en deux plans, le plan personnel, qui est se construire soi-même, et le plan collectif, qui est rétablir ou réparer le monde. Donc sur le plan personnel, se construire soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la complexion humaine, comme le disait Bruno Traversi, pour Ueshiba, l'être humain est composé de deux âmes, l'âme corporelle, le corps, et l'âme spirituelle, l'esprit. Et il fait le constat qu'aujourd'hui, alors c'est un constat que Deguchi fait aussi, ils font tous les deux le constat qu'aujourd'hui, l'âme corporelle domine, et pour eux, c'est l'état naturel des choses. Je voudrais que ça soit l'âme spirituelle qui soit au-dessus. Et donc, il y a une sorte de perversion du monde par le fait que le corps domine l'esprit. Et donc, tout l'objectif sera de renverser, alors d'abord d'unir les deux âmes et de les renverser pour que l'âme spirituelle reprenne le dessus sur l'âme corporelle et qu'elle reprenne sa place originelle. Et que l'âme, alors c'est pas une négation du corps, comme on peut le voir dans certaines pratiques, l'âme corporelle a une place, elle va servir de fondement. Sans elle, l'âme spirituelle ne peut pas s'exprimer. L'âme corporelle a une place extrêmement importante, elle sert de fondement, mais elle doit être du coup derrière. Et donc ce renversement, ce passage de l'âme spirituelle à la surface et de l'âme corporelle au fondement, c'est ce qui va permettre pour lui de devenir ou de redevenir un être humain véritable. Ensuite, sur le plan collectif, le but sera de parachever le monde ou de rétablir et reconstruire le monde. Alors cette expression Tatekae Tatedanshi, rétablissement et reconstruction du monde, c'est une expression qu'il emprunte à la fondatrice de l'Emo Tokyo. Il utilise encore dans les années 60. Et en fait, comment, sur le plan collectif, comment parachever le monde? C'est tout simplement en se rétablissant soi-même. C'est-à-dire c'est finalement le premier plan qui va mener au deuxième. C'est une sorte de conséquence du deuxième, ou plutôt, on peut dire que c'est une sorte de reflet du premier. C'est-à-dire que pour lui, il faut d'abord se rétablir soi-même, et le rétablissement de la complexion humaine, de son intérieur, va se refléter dans le monde extérieur. Donc je le cite, c'est en renversant la complexion humaine, c'est-à-dire en mettant l'âme spirituelle à la surface et l'homme corporel dans les profondeurs, que l'on établit le monde. Donc on a parlé de ce qu'il entend faire. Maintenant, comment faire en sorte parce que ça paraît très abstrait, comment passer l'âme spirituelle au-dessus de l'âme corporelle, etc. Donc on va voir quels moyens il propose pour réaliser cela. Il y a trois axes sur lesquels il va s'appuyer, qui seront nécessaires. L'étude de la mythologie, qui va permettre une modification du paradigme, de la vision du monde. Une méthode de mise en transe, qui va permettre de faire un retour sur soi, un travail sur soi, qui va permettre d'atteindre un autre état de conscience. Et puis la technique et son polissage. La technique va servir de support à l'entraînement, on va le voir, je vais le détailler par la suite. Elle aura trois fonctions, je vais vous détailler. Donc l'étude de la mythologie. Parmi les livres, les textes que Ueshiba convoque le plus, il y a notamment le Kojiki. Alors le Kojiki, c'est un recueil de mythes en 3 livres, qui est considéré comme l'un des premiers écrits en langue japonaise, qui date de 712. Il a été redécouvert par les spécialistes des études nationales du XVIIIe siècle. Alors je dis redécouvert parce que en fait, il n'y a aucune preuve, aucun signe
que le Kojiki ait eu un quelconque rôle politique ou religieux à son époque. Et c'est pour ça que on dit qu'il a été redécouvert par les spécialistes des études nationales. Alors, les spécialistes des études nationales, les études nationales, c'était un courant qui entendait donc d'érudits, de littéraires, qui entendait redonner au Japon une place, redécouvrir ce qu'était la particularité japonaise. Et donc le plus connu, c'est Motoori Noninaga, qui a fait un commentaire énorme du Kojiki, je ne sais plus combien il y a de volumes, 44 volumes, quelque chose comme ça, qui s'appelle Nan Kojiki, Difficile Kojiki. Le Kojiki ensuite va jouer un rôle politique à partir de l'ère Meiji, dans la réunification du pays, parce qu'il va servir à légitimer l'authenticité de l'empereur, en lui donnant des origines divines, notamment de la divinité solaire. Et donc le Kojiki en fait va être un outil ensuite qui va servir à la montée de l'ultranationalisme de la Seconde Guerre mondiale. Mais Ueshiba, lui, il va utiliser surtout le premier volume, parce qu'il contient la genèse et l'histoire des divinités. Et il va utiliser notamment l'un des mythes qu'il va utiliser, c'est le mythe de la création, et notamment la divinité Aminekanushi no Kami, donc le dieu maître de l'auguste centre du ciel. Cette divinité, elle apparaît que dans la première phrase du Kojiki, elle apparaît plus après. Dans cette phrase, lorsque le ciel et la terre se séparèrent pour la première fois, un kami du nom d'Aminekanushi no Kami émergea sur la plaine des Hauts-cieux. C'est cette phrase qu'on voit aussi sur la photo. Donc pourquoi ça intéresse Ueshiba, cette divinité? Alors, il va reprendre sa conception d'Aminekanushi de Deguchi, comme beaucoup d'autres concepts. Et Deguchi distingue deux états à Aminekanushi, un état statique et un état dynamique. Alors, dans son état statique, Aminekanushi est considéré comme dans une immobilité éternelle. Il est infini, c'est l'un absolu. Et ensuite, lorsqu'il entre en mouvement, donc dans son état dynamique, il va donner lieu à la séparation du ciel et de la terre, c'est-à-dire en fait à la création de l'univers, puis ensuite à l'émanation d'autres divinités et de toutes les choses de l'univers qui vont suivre. Et ce qui intéresse Ueshiba ici, c'est la mise en mouvement de cette divinité. C'est-à-dire que comment Aminekanushi entre en mouvement, sachant qu'au départ, elle est là absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune cause qui aurait pu donner lieu à son mouvement, il n'y a aucun motif qui peut donner lieu à son mouvement, puisqu'il n'y a rien d'autre qu'elle. Donc, automatiquement, son mouvement provient d'elle-même. Donc, l'origine de son mouvement est en soi. Et donc, toute la recherche de l'aïkido pour Ueshiba, ça va être de trouver un mouvement qui s'origine en soi. C'est la spontanéité autonome dont parlait Bruno Traversy tout à l'heure. Alors, l'un des autres mythes que Ueshiba convoque, c'est le mythe de la création des dieux et des îles. Il utilise notamment cette expression « se tenir debout sur le pont flottant du ciel ». C'est une expression qui est utilisée dans le Kojiki. Le pont flottant du ciel, c'est un passage qui relie le plan céleste au plan terrestre dans la mythologie. Donc, dans ce mythe de la création des îles, Izanagi et Izanami, donc divinité masculine et divinité féminine, se tiennent debout sur le pont flottant du ciel et reçoivent pour mission de consolider et d'ordonner la terre. Et donc, ils reçoivent une hallebarde et ils créent la première île en se tenant debout sur le pont flottant du ciel. Et donc, on peut interpréter, c'est comme ça que Ueshiba va l'interpréter, comme l'union des contraires, une union créatrice, donc l'union des deux opposés, féminin, masculin, et donc l'union de l'esprit et du corps, de l'âme spirituelle, de l'âme corporelle, qui va donner lieu à la création, une création des îles. Donc, se tenir debout sur le pont flottant du ciel, pour Ueshiba, ça correspond à un état psychique particulier qui est du coup cet état d'union des contraires, qui permet une production spontanée, c'est-à-dire une création notamment des techniques, mais pas seulement. Donc comment l'un des moyens, c'est la méthode de mise en transe.
Donc, une des expressions qu'il utilise, c'est l'assaise de l'union du corps et de l'esprit. Alors, il utilise plusieurs formules, et notamment, il utilise aussi le Chinkonkishin no Ho, qui vient également de Deguchi. Le Chinkonkishin no Ho, c'est l'apaisement, pardon, la méthode pour apaiser l'âme et retourner au divin, ou pour faire revenir le divin. On peut le prendre dans les deux sens. Pour Ueshiba et Deguchi, ça fait pas trop de différence, parce que le but, c'est d'unir le divin et l'humain, donc peu importe ce que ce soit l'un ou l'autre. Donc le Chinkonkishin, c'est quoi? C'est une méthode qui était, comme je disais, utilisée énormément à Motokyo à l'époque, dans les années 1916-1921, quand Ueshiba est arrivé à Motokyo. Le Chinkon, c'est une posture psychophysique, c'est ce qu'on voit ici. Ueshiba ici est en posture de Chinkon, c'est-à-dire que ça correspond à une posture précise, avec une façon de mettre les mains, et puis ça correspond aussi à une posture psychique, puisque c'est une façon de faire un retour sur soi. Il y a aussi une respiration, donc voilà, il y a toute une posture. Donc ça, c'est le Chinkon qui va servir de préparation au Kishin. Et le Kishin, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'état de conscience qui est recherché. Et comme je disais, comme Deguchi a étudié pendant plusieurs années, il a eu l'occasion d'étudier pendant plusieurs années le Chinkon Kishin, puisqu'il a eu énormément de personnes à la moto qui ont essayé le Chinkon Kishin. Et donc il en a déduit 3 formes principales, c'est-à-dire 3 formes de transe principales qui peuvent résulter de la méthode de mise en transe. La première, c'est le Shimpyo, qui est une transe animale. Donc en fait, c'est le fait de se rouler par terre, de pousser des cris, de sauter dans tous les sens. C'était aussi considéré comme de la folie, hein, quand c'était quelque chose de spontané. Ensuite, le Shinken, la transe prophétique, c'est lorsque la personne se sent être possédée par une autre entité qui va prendre la parole et avec qui parfois elle peut discuter, donc comme s'il y avait deux personnes dans le même corps. Et ensuite, la troisième, c'est le Kishin, donc c'est ce qui est recherché par Deguchi et Ueshiba, c'est l'union du corps et de l'esprit, et c'est ce qui correspond pour Ueshiba à se tenir debout sur le porte-temps du ciel. Donc c'est le résultat, c'est cette union du corps et de l'esprit, avec toujours quand même l'esprit qui est non pas supérieur dans le sens qui domine, mais qui a sa place, qui a juste une place, il faut juste qu'il soit l'un par rapport à l'autre, et qu'il ait une place, et la place naturelle pour Deguchi et Ueshiba, c'est l'esprit à la surface et le corps au fondement. Donc tout ça c'est bien beau, mais comment dans la technique de Budo, on va s'entraîner à atteindre cette union de l'état du corps et de l'esprit? On va utiliser pour ça la technique qui va avoir, selon le moment de la progression du pratiquant, de l'élève, qui va avoir 3 fonctions différentes. La première, c'est tout simplement une fonction corporelle. C'est la forme de la technique, c'est simplement une forme corporelle qui va avoir des vertus corporelles, donc qui délie les articulations, qui simplement va préparer le corps à s'entraîner. Donc c'est une forme de technique apprise qui, Ueshiba dit, s'entraîner technique est fait dans le but de guider les débutants. Donc vraiment s'entraîner simplement la forme de la technique, c'est uniquement en préparation, ça va être le support de l'entraînement. Ensuite, il faudra polir la technique. Donc ici, il utilise le terme migaku qui veut dire polir. Alors j'aurais pu dire affiner si j'ai voulu traduire plus par rapport au français, dire affiner la technique, mais en fait c'est un peu différent, parce que affiner la technique, c'est l'idée d'améliorer sa fluidité, d'améliorer justement corporellement. Or chez Ueshiba, polir la technique, c'est pas l'améliorer corporellement, même s'il y aura des vertus aussi, un changement corporel, un changement dans la forme, mais c'est pas affiner la technique dans ce sens, c'est la polir par l'entraînement des 2 autres axes, c'est-à-dire par le changement de paradigme, l'étude de la mythologie, et par l'étude des trans, par la pratique des trans. Et donc la technique à ce niveau, à ce moment, elle doit permettre de progresser dans l'ascèse et d'atteindre l'union du corps et de l'esprit. Donc ça va être le médium qui va permettre le développement de soi et aussi d'un type de relation différent avec autrui, parce que comme je disais, dès lors que
un changement se produit en soi, pour lui, il doit y avoir un reflet dans le monde extérieur et du coup dans la relation avec autrui. Donc je cite Ueshiba ici: «La technique d'Aiki est une formation ascétique et une voie par laquelle vous atteignez un état d'unification du corps et de l'esprit par la réalisation des principes du ciel». Enfin, la troisième et dernière fonction de la technique, c'est tout simplement l'expression de l'unité retrouvée. Donc c'est à ce moment-là que Ueshiba dit que des techniques d'une infinité variété naissent spontanément, miraculeusement. Donc en fait, il constate qu'une fois qu'il a réussi à atteindre un état, l'état qui était recherché, l'état de Kishin, il voit, jaillir des techniques qu'il n'a pas apprises, d'une variété infinie, que le sabre bouge tout seul, il constate un ordonnancement naturel entre les différents, partenaires. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître assez étrange et fantaisiste, mais ce sont des phénomènes qui sont connus et étudiés en psychologie. Donc pour conclure, j'ai pris une petite, citation de Ueshiba qui me semble assez bien, résumer tout ce que j'ai expliqué. «À présent, en se tenant debout sur le pont flottant du ciel, faisons briller les bouts d'eau, en établissant l'âme spirituelle au-dessus et l'âme corporelle au-dessous. Nous éduquons l'âme corporelle, puis à partir de cette nouvelle âme corporelle, nous nous élevons. Ainsi, chacun est en mesure de devenir par soi-même un être humain véritable.» Donc pour résumer, la méthode que propose Ueshiba, la méthode éducative qu'il propose, c'est de lier plusieurs dimensions, 3 dimensions qui sont la pratique corporelle, par la technique, une dimension théorique, qui permet le changement de paradigme, et une dimension psychologique ou spirituelle qui va permettre de modifier l'état de conscience pour atteindre cet état, recherché. Et pour finir, on pourrait dire que ça reste un apprentissage sans fin. Ueshiba le dit lui-même, il apprend constamment et son art ne s'arrête jamais d'évoluer, avec sa propre progression. C'est une recherche constante, même pour le professeur et même pour Ueshiba, du coup, pour son fondateur. Et peut-être on pourrait dire peut-être parce que c'est une recherche de soi et que finalement la recherche de soi n'est jamais vraiment achevée. Voilà, merci de votre attention. Donc, je disais que ces deux communications avaient le mérite de s'éclairer l'une l'autre et que effectivement, Geoffrey avait posé le contexte qui permettait de mieux comprendre ce que Bruno avait évoqué, on va dire, dans la profondeur. Hein, voilà. Donc, l'intérêt, évidemment, nous avons fait un pas de côté par rapport au judo, mais l'intérêt, justement, c'est de voir qu'à une période semblable, finalement, il y a deux approches de l'éducation par les budo très différentes qui se déploient, qui donnent lieu l'une et l'autre à une forte extension. Elles ont suscité l'adhésion très largement du public. Donc, c'était intéressant, voilà, de les mettre en lien. Je donne la parole à Camille, voilà, dans un premier temps. Merci, merci beaucoup pour ces présentations. Moi, j'avais une remarque qui est issue d'une expérience personnelle. Il se trouve que donc, je suis pratiquant de judo et un jour, j'étais dans un refuge pour singes. Il y avait des petits singes, je ne sais plus comment ils s'appelaient, mais il y avait des petits singes et c'était le moment vous savez, de manger. Donc, les soigneurs leur ont amené le repas et les singes qui étaient à ce moment-là pacifiques, qui étaient dans les arbres, on était juste en dessous, donc voilà. Au moment où arrive la bouffe, ils se mettent tous, évidemment, à foncer sur l'alimentation et se castagnent, littéralement. Et ce qui était intéressant, ce qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu un singe faire une technique de judo, que nous, on appelle technique de judo, au Boshi en l'occurrence, et la faire de manière mais parfaite. Je me suis dit, ce singe n'a pas pu étudier pendant 30 ans au Kodokan, le dojo fondateur du judo,
pour arriver à faire un Ogoshi parfait, dans le bon timing, etc., etc., etc. Et ça m'a fait réfléchir parce que je me dis, bon, bah, non seulement il n'a pas étudié le Kodokan, mais il a jamais étudié le judo. Mais en fait, finalement, naturellement, il a réussi à faire un geste que des êtres humains vont mettre des années, des années, des années à acquérir, des années de perfectionnement pour acquérir une telle maîtrise du geste. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que ça fait écho à une des dernières choses qui vient d'être dite, qui est que, et qui est peut-être tout le chemin de Ueshiba, qui est que finalement, c'est peut-être une autre façon d'apprendre parce que Ueshiba cherchait, qui est une façon d'apprendre je dirais par la dépossession, je ne sais pas comment dire ça, en abandonnant finalement ce qu'on a déjà appris, ou ce que des cadres culturels nous ont donné, auxquels on a été socialisés et qu'on a incorporé justement, et qui nous empêchent d'utiliser des choses qui sont peut-être là, ou des compétences qui sont là. Alors, je ne sais pas si elles sont naturelles ou, enfin, je ne suis pas entré dans ce débat-là, puis j'en sais rien. Mais en tout cas, cette expérience du singe capable de faire une technique de manière, il faut dire, parfaite, et après, comparant les façons pédagogiques d'apprendre le judo et l'aïkido, notamment la façon au judo où il y a énormément de répétitions sur des techniques, et à l'aïkido aussi il y a des répétitions bien sûr, mais sachant ce qui vient d'être dit là et sachant le chemin que Ueshiba, un des chemins en tout cas qu'il a essayé de prendre dans son apprentissage, dans son enseignement, qui était justement de revenir à d'autres, enfin je sais pas si on peut dire revenir, mais en tout cas d'essayer de, 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 de creuser un autre sillon qui est celui des pratiques de conscience modifiée. Et ben, je me dis que est-ce que c'est pas quelque part, il n'y a pas un lien avec, avec cette histoire du singe. Voilà. Merci. Excusez-moi, il y a un bruit parasite persistant. Il y a un micro qu'il faut couper parce que ça parasite beaucoup l'écoute. Alors, on a perdu Camille qui vient de poser la question. Oui, non, je suis toujours là, mais c'est parce qu'effectivement, j'avais fini ma question. D'accord, très bien. Donc, Bruno ou Geoffrey, si vous voulez voilà, répondre ou mettre en perspective la remarque de Camille. Alors, je vais commencer, tu peux compléter si tu as des choses à dire. Alors, c'est pas facile parce que j'ai pas non plus assisté à votre expérience du singe. Ce que je peux en dire, c'est que pour Ueshiba, effectivement, il y a une forme de désapprentissage. Ça, c'est vrai. Une forme de désapprentissage alors de ce qui a été appris, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut quand même remplacer le paradigme existant par un autre. Il ne faut pas non plus, c'est pas être vierge de toute culture, de toute connaissance. C'est remplacer le paradigme qui pour lui n'est pas le bon, parce qu'il manque, il a été amputé de l'esprit, et qu'il ne reste plus que le corps et que le corps domine. Donc il faudrait rechanger ce paradigme pour faire retrouver sa place à l'esprit, et retrouver à l'être humain et au monde sa complétion. C'est pour ça qu'il parle de parachever le monde. Donc c'est dans ce sens qu'il y a un désapprentissage. Après, fort heureusement, il y a pas je sais pas, une recherche d'une origine qui serait une origine
animal, parce que là, il s'agit quand même de se battre pour un bout de viande. C'est pas le but non plus de l'aïkido de Ueshiba, la technique ne doit pas servir à se battre, ni même à se défendre. Pour Ueshiba, la technique n'a plus rien à voir avec le combat. Et il dit, il n'y a pas d'ennemi en aïkido, il n'y a pas d'adversaire en aïkido, il n'y a même pas de partenaire en aïkido, parce que en fait, il faut juste se retrouver soi-même et trouver l'unité retrouver sa propre unité et retrouver l'unité avec l'autre. Donc c'est vraiment une recherche presque plus spirituelle que martiale. Mais il utilise le support de l'art martial pour atteindre cet objectif. Voilà ce que je pouvais dire. Bruno, tu veux éventuellement compléter ou pas, comme tu le sens? Ou pas? Ou? Ton micro est toujours mute. Ah, Bruno? Oh, mon Dieu. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. J'ai oublié aussi. Voilà. Donc, non, ce que je peux dire, c'est que là, dans ce cas-là, on serait plutôt sur ce que j'ai appelé une spontanéité hétéronome. C'est-à-dire que le corps a cette capacité cette intelligence de rencontrer son milieu et d'y agir de manière bien, comment dire, d'y agir sans que l'intellect ou même la conscience n'ait une place. Il y a une sorte de rapport du corps à l'environnement qui est déjà le corps s'adapte par lui-même, travaille, agit, fusionne, réagit et construit toute une technique, une mécanique de réaction. Donc là, on est plutôt dans cette forme de rapport du corps avec le milieu. C'est ce qu'on pourrait nommer la spontanéité hétéronome. La spontanéité que recherche Ueshiba, ça va être autre chose. C'est comme si, au fond, les deux sujets sont directement liés par leur centre. Enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a un travail qui n'est plus du tout dans la réaction. Et ça, alors, pour comprendre ça, depuis quelques années, j'ai mis en place une méthode. On a réexpérimenté les méthodes de transe de Ueshiba et on a fait un grand nombre de travail comme ça pour comprendre pour comprendre les vécus que décrit Ueshiba. Et cette méthode de transe, bon, j'en ai fait sur un grand nombre de personnes, à peu près 500 ou 600. Eh bien, on retrouve effectivement des descriptions de gestuels que décrit Ueshiba, des états, et notamment dans ces états, il y a le fait que les corps entrent dans une sorte de rapport de symétrie, et on connaît bien ça au niveau de l'inconscient, et c'est ce rapport de symétrie qui n'est pas du tout un rapport comment dire, d'action-réaction, mais plutôt quelque chose qui va ensemble d'emblée, qui va être opérant dans les techniques, dans le surgissement des techniques. Alors c'est un peu compliqué à décrire comme ça, mais c'est un rapport très particulier qui répond à des symétries, à des organisations, etc. C'est ça que va rechercher Ueshiba, c'est ce type de rapport. D'accord. Merci Bruno. Je vais donner la parole à Christian qui a aussi levé la main. Donc Christian, si vous voulez bien poser votre question. Oui, en fait, j'ai deux questions. La première pour Bruno Traversy. Pour le concept, alors j'ai pas vu passer la diapo rapide avec les kanji, mais le concept de Shizen, enfin, moi j'ai pris l'habitude de comprendre comme la question de la nature ou de l'état naturel des choses. Donc je voudrais savoir qu'est-ce qui vous fait choisir de le traduire par spontanéité. Parce qu'a priori, il y a une dimension où justement il n'y a pas l'action humaine. Enfin, c'est un concept qui est très compliqué, hein, qui est polysémique, mais
Bon, alors, j'ai repris le travail de Shoeki, hein, sur le spontané. Alors, si on pouvait dire chez Ueshiba particulièrement, en fait, Ueshiba va distinguer deux formes de nature. Il va distinguer la nature horizontale et la nature verticale, on l'appelle comme ça. Cette nature verticale, il la ressent, c'est ce rapport à Ameno Nakanushi, et puis à travers Ameno Nakanushi, à travers la mythologie. Donc il parle d'une nature verticale comme ça, et puis ensuite la nature horizontale. Il décrit l'activation de la nature verticale en termes de spontanéité, c'est-à-dire qu'il décrit ses états. Alors, il va décrire le corps qui bouge de lui-même, cette distance avec le corps, cette action qu'il perçoit se faire d'elle-même, comme s'il était à distance. Donc, c'est toute cette phénoménologie de la transe et de la vécue comme un acte qui se fait de lui-même, mais qui ne ressort pas du moi. Ça désigne, si vous voulez, ce vécu, ce type de vécu. D'accord. Christian, vous aviez une autre question? Oui, oui. En fait, là, c'était plus une réaction, question-réaction pour les deux interventions et surtout celle de Geoffrey Chassa. Enfin, je ne sais pas comment dire, parce que moi, je suis enfin, un peu mal à l'aise quelque part parce que enfin, moi, on m'a demandé de participer à un colloque sur l'éducation, sur la présence de Kano Gigolo, de son acte, etc. Et là, j'ai l'impression que on dévie en fait un petit peu vers des questions sur des phénomènes qui sont ultra minoritaires au Japon, où la question, bien sûr qu'il y a une dimension éducative, hein, on est d'accord, mais notamment dans l'intervention, enfin moi ce qui me gêne dans la dernière présentation qui a été faite, c'est, alors j'ai rien à dire sur le contenu, je ne suis pas spécialiste de l'aïkido et je ne parle pas au regard de l'histoire de l'aïkido, mais projeter des figures comme Ueshiba ou d'autres dans des concepts, dans l'histoire de l'éducation japonaise et en leur donnant des valeurs éducatives à leur pratique, moi, ça me pose quand même plusieurs problèmes parce que historiquement, par exemple, l'association qu'il crée, c'est une des associations qui va être les plus ultra, alors je ne sais pas comment on peut dire parce qu'on ne peut pas plaquer notre politique, mais c'est des assos qui sont les plus extrême droite, fascistes, nationalistes, ultramilitaristes, qui vont soutenir le pouvoir jusqu'à la guerre. Et dans le même temps, les enseignants japonais, les éducateurs, un grand nombre d'éducateurs vont être mis à l'index, emprisonnés, pour être véhiculer d'autres valeurs qui contredisent comment on peut dire, l'idéologie dominante du moment. Donc, moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse, il est nécessaire de faire un travail sur ce qu'on entend par éducation et quand on le rapporte au Japon dans le contexte historique. On est d'accord que toute pratique peut avoir des valeurs éducatives, etc., qu'on peut, au travers de toutes les idéologies, transmettre des questions d'éducation, mais moi, ce que j'ai peur, c'est qu'au travers de ces pratiques-là, on essentialise une forme d'éducation à la japonaise qui n'est absolument pas reflétée en réalité par ces pratiques, et encore moins à l'époque où elles sont produites, et surtout dans l'avant-guerre. Parce que pour toutes ces pratiques, il me semble, hein, il y a une différence fondamentale entre ce qu'elles vont véhiculer avant-guerre et la manière dont elles vont renaître après-guerre. Où là, elles vont transmettre des valeurs, le sport, l'éducation, etc. Mais avant-guerre, il y a une autre dimension qui est en fait de forger des corps. Toutes les théories qui se rattachent au kami, à la mythologie, c'est absolument pas neutre. Enfin, pour nous, ça peut faire un petit peu exotique ou je sais pas, ça peut avoir, mais pour les Japonais de cette époque qui vont aller en prison pour ces raisons ou qu'on va obliger à se taire, c'est pas du tout rigolo de suivre une idéologie qui met en avant les kami, l'empereur, les mythes de fondation du Japon, etc.
Donc, je suis un petit peu gêné par ça et je voudrais savoir justement comment vous intégrez cette dimension dans les... Parce que ça me rappelle un petit peu, enfin, on a un courant comme ça aussi au Japon aujourd'hui, au niveau de l'État japonais, qui vise à présenter une vision du Shinto, donc des kami, complètement anhistorique. C'est-à-dire qu'en fait, les Shinto, c'est la nature, c'est l'essence des Japonais, point barre. Et on passe sur le fait que le Shinto, ben, c'est aussi, il y a un Shinto impérial, que c'est au niveau du Shinto impérial, de l'empereur, que justement on va mettre en place tout un système éducatif qui va essayer de forger des Japonais dans ce mythe-là. Et donc, après, ces choses-là, aujourd'hui, on tend à les oublier. Et donc, moi, je voudrais savoir comment vous articulez, en fait, justement, comment on peut dire, ces traits d'éducateur que vous attribuez à Ueshiba ou à d'autres courants, en les replaçant dans ce contexte-là. Mmh. Alors vraiment, c'est tout à fait bien que vous posiez cette question. En fait, l'idée, c'est bien de pouvoir débattre autour de ces différentes approches et voilà, donc pas de souci. Bruno, Geoffrey, est-ce que vous voulez bien prendre la parole pour répondre à Christian? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais pouvoir que donner des éléments de réponse. Première chose, faire attention aux raccourcis. C'est pas parce qu'on parle de Camille et du Kojiki qu'on parle d'ultranationalisme. Il y a des quantités de courants religieux, même avant-guerre, qui ne sont pas tombés dans des idéologies nationalistes. Pour ce qui est de Ueshiba, Là, je ne suis pas tout à fait d'accord, hein, je suis désolé. Je suis désolé avec ça, c'est pas... Avant-guerre, si on parle de Shinto et de Kami, je suis désolé, si on n'en parle pas dans cette dimension-là, on va en prison. Oui, alors là, moi aussi, hein, là, je suis absolument pas d'accord. eh bien justement, Deguchi va en prison. Donc, ça Oui, peut mais vous donner un exemple. Il va en prison pourquoi? Parce qu'il critique, enfin, pas parce que les textes de la fondatrice qu'il publie critiquent l'empereur. Donc, critique la filiation divine de l'empereur. Donc, on est effectivement dans ces débats-là à certains moments. Maintenant, pour ce qui est de Ueshiba, parce que ça concerne aussi le moto. Il faudrait refaire tout le parcours de l'histoire de l'Homo Tokyo dans son contexte. Pour ce qui est de Ueshiba, et même de Deguchi, en fait, leur objectif, c'est enfin, leur objectif, c'est de fonder un monde en paix. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. D'accord. Deguchi, d'ailleurs, va, dans les années 30, les années 20, 20 et 30, être, plutôt dans les années 20 d'ailleurs, être en accord avec des groupes communistes. Il va aider lors du tremblement de terre de Kobe en 1923, il va aider les réfugiés, etc. Ils fondent également une quantité d'associations humanitaires. Ils font une société de l'espéranto, etc., pour essayer de propager la culture. Donc, on peut voir plusieurs aspects. Effectivement, on peut voir certains aspects parce qu'ils parlent de divinité, et que dans le Japon de l'époque, les divinités sont souvent seront associées à l'idéologie du gouvernement pendant la guerre. Maintenant, il faut, je pense, nuancer. Et ce que je constate également, c'est que le discours de Ueshiba, que ça soit dans les années 30 ou dans les années 60, n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il change dans les termes, il ne change pas sur le fond. Sur le fond, ça reste ce que j'ai présenté, c'est-à-dire fonder un monde en paix par la méthode de Trans, etc. Dans les termes, oui, il utilise beaucoup de termes de l'Homo Tokyo dans les années 30, puisqu'il en fait partie. Dans les années 60, il utilise des citations de l'Homo Tokyo, mais il utilise moins les termes, il utilise toujours le Kojiki néanmoins. Et c'est quelque chose qui effectivement a dérangé. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Bruno Traversi disait que quand c'est arrivé en France, on a laissé tomber
le Shinto, parce que ça ne correspond pas à la culture, mais on l'a laissé aussi tomber au Japon, parce que justement, il y avait ce passé de la Seconde Guerre mondiale, où le Kojiki avait été sali par ces idéologies-là. Ce qui fait que le discours de Ueshiba devenait incompréhensible, parce que lui continuait à utiliser les mythes du Kojiki pour expliquer des faits psychologiques, comme je l'ai dit, se tient debout sur le pont flottant, la deuxième ouverture de la porte de la caverne, je n'ai pas présenté, mais c'est un autre mythe. La conception d'Amine Kanushi, tout ça, ce sont pour lui c'est religieux, ça tient du divin, mais on peut le comprendre d'un point de vue psychologique, parce que ça correspond à des états de conscience, des états modifiés de conscience. Et donc, à partir de l'après-guerre, alors déjà parce que même avant-guerre, c'était difficile à comprendre, il fallait bien connaître le Kojiki, il fallait connaître les textes de Deguchi, mais après-guerre, c'est devenu carrément incompréhensible parce que plus personne ne voulait lire le Kojiki. Parce que le Kojiki était cet outil qui avait servi, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a servi notamment à former les militaires. Donc, je pense que c'est pour ça que je pense que c'est un raccourci de dire parce qu'il parle du Kojiki, parce qu'il utilise le Kojiki, une Non, non, idéologie. c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Et c'est surtout par. On est bien d'accord qu'il crée une fondation qui s'appelle Dai Nippon quelque chose. Je me suis pas trompé. Oui, c'est le nom du Japon à l'époque. Oui, mais, mais justement, ceux qui le reprennent s'inscrivent dans le courant majoritaire de l'époque. C'est C'est l'appellation du Japon à l'époque, c'est l'appellation Oui, officielle du Japon. mais il y a des tas de personnes, justement, c'est la grande différence avec d'autres éducateurs, moi je dirais vrais éducateurs dans le sens, je ne dis pas qu'il n'y ait pas éducateurs, mais je dis vrais éducateurs dans le sens qui agissent dans le cadre du système éducatif japonais, qui, eux, vont se mettre en retrait, justement parce qu'ils n'acceptent pas cette vision-là. Et quant au changement après-guerre, il y a un phénomène au Japon qui s'appelle Tenko, hein, c'est-à-dire qui va toucher tous les milieux intellectuels, qui est la conversion. C'est-à-dire tout d'un coup, des gens qui avaient prôné quelque chose avant-guerre vont prôner complètement autre chose après-guerre, voire la même chose, mais en l'habillant ou en la déshabillant de certains traits qui n'étaient plus possible d'exprimer après-guerre. Donc, moi, ça me paraît, pas bizarre, mais ce qui me gêne, c'est pas ce que vous dites. Ça, je peux l'entendre et je peux l'accepter comme analyse, mais c'est ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire, il y a un autre cadre, concret, politique, social à ces idées qui, par ailleurs, de manière contemporaine, elles sont très minoritaires. Elles sont très minoritaires. Omoto, c'est une sorte de secte. Donc, Alors, ouais. alors, pardonnez-moi, c'est Ça dure très longtemps, ouais. intéressant cet Ouais. échange. Le seul souci, c'est qu'il est 44, que nous avons encore 2 questions et qu'il faut laisser ensuite la place à Gilles Lecoq. Donc, je suis un peu navrée. Néanmoins, cette controverse-là, on peut tout à fait voir comment la prolonger. Ça, voilà, il y a peut-être moyen parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant d'essayer. Une dernière remarque par rapport Allez-y, Geoffrey. au changement d'après-guerre. Et après, il faut vraiment que je donne la parole aux 2 Je dernières laisse la parole questions. à Rémi Désolée. après. Ueshiba enseignait dans les académies militaires. Et en 42, il s'est retiré. Donc en 42, on n'est pas après la guerre, on est juste après Pearl Harbor. Il s'est retiré et il est allé dans un petit village à Iwama. Il a fondé son sanctuaire, le sanctuaire de l'Aiki Jinja. Et il est resté là-bas, il a enseigné à quelques étudiants, mais parce qu'il ne voulait pas, enfin, en tout cas c'est ce qu'il a dit par la suite, il ne voulait pas prendre part à cette guerre. C'est-à-dire qu'il était contre la guerre, il prônait le pacifisme depuis une dizaine d'années. Il était évidemment contre la guerre. Et d'ailleurs, ces remarques que vous faites, il les a subies pendant tout l'après-guerre, puisque dans même ces interviews, on voit les journalistes qui le critiquent parce qu'il parle de l'empereur, et que du coup, l'empereur, ça fait penser à l'idéologie impérialiste. Donc,
il essaye de s'en défendre, mais il sait très bien qu'il est coincé parce que son système est fait ainsi avec ces termes, avec le Kojiki, avec la mythologie, avec la place de l'empereur, mais en tant que centre, etc., et qui a été utilisé aussi, effectivement, comme vous le dites, par idéologie, et et effectivement, les deux systèmes se ressemblent beaucoup si on les regarde de loin. Mais si on regarde de près ce que Ueshiba propose, lui, il parle d'un travail sur des états modifiés de conscience et selon lui, de transformation du monde qui se fait par un changement intérieur. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc là, définitivement, je cède la parole donc d'abord à Michel et ensuite pour finir à Rémi, sachant qu'effectivement, il faut quand même que les choses soient relativement synthétiques parce que nous avons encore une intervention. Voilà, donc je vous donne la parole, messieurs. Michel en premier. Merci Valérie. Christian, une remarque au niveau de la compréhension ou de l'incompréhension ou de l'association d'éléments que je trouve assez étrange. Dans le bulletin du Collège national des ceintures noires à propos du code moral en 2008, tu as donc le bulletin du Collège national des ceintures noires, c'est un bulletin qui est édité par la Fédération française de judo, avec des gens qui sont judokas, qui sont enseignants parfois à l'éducation nationale. Et donc, dans le bulletin de 2008, tu as une référence à Dominique Vénère. Alors, Dominique Vénère, c'est le militant extrême droite qui s'est suicidé à Notre-Dame par le feu, et après s'être immolé, etc. Et nous avons le Rassemblement national qui a fait une petite commémoration il y a quelques dizaines de jours, là, dernièrement, à ce niveau-là. Donc pour moi, le code moral édité par la Fédé, un journal de la Fédé, et qui fait une référence à quelqu'un de l'extrême droite, j'ai du mal à comprendre des éléments de ce type-là. Alors, ce qui m'intéressait dans les communications de Bruno et de Geoffrey, c'était le fait qu'ils proposent à un moment donné des modifications de l'état de conscience, une prise de conscience de soi, et donc un côté au niveau art martial plutôt interne. Alors ça m'intéresse bien parce que quelque part, ça me donne des éléments pour différencier des situations pédagogiques entre les situations pédagogiques à but de résultat et les situations pédagogiques à but de tâche. Et j'aimerais savoir si Bruno ou Geoffrey ont des éléments pour m'expliquer ce qui se passe en Kyudo. En Kyudo, on a une cible, et pourtant, donc ça serait plutôt un but de tâche, un but de résultat, pardon. Et pourtant, il me semble qu'à un moment donné dans le Kyudo, ce qui est important, c'est d'être en harmonie avec soi-même au moment où tu décoches la flèche. Et donc, est-ce que dans les discours que vous avez au niveau de l'aïkido, vous avez les éléments pour nous donner un éclaircissement sur le Kyudo? Je trouve la comparaison vraiment intéressante. Parce qu'effectivement, si on reprend le cours d'aïkido, alors on se place chez Ueshiba, hein, parce que c'est, il y a effectivement, on est dans un cadre martial où il va y avoir quand même ce but de faire tomber l'autre ou de maîtriser. On a effectivement un but de résultat, hein. Mais lui, quand il explique ce qu'il faut obtenir, alors il explique ses états. C'est-à-dire il explique effectivement ses états modifiés de conscience, dans quel état modifié il se situe, comment il ressent, à quel moment il va dire j'agis, ou au contraire non, là ça se fait, d'une manière impersonnelle. Vous voyez? Donc en fait, effectivement, on a le but qui est de maîtriser l'autre, d'être dans l'art martial, de le faire chuter, qui va être un marqueur, mais qui n'a pratiquement aucune importance par rapport à la manière de vivre ça. D'ailleurs, le marqueur, ça va être
quand l'état modifié de conscience conduit à une danse. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport martial, si on peut dire, où il s'agit de faire chuter quelqu'un. Donc, effectivement, le critère de réussite, ça va être dans l'état de modifié de conscience dans lequel je produis le geste. Et alors, pour revenir ce qui est effectivement difficile avec Ueshiba, parce que bon, en fait, j'ai engagé la traduction du livre de Ueshiba avec une petite équipe universitaire en 2006. Et jusque-là, il n'y avait pas ces textes n'avaient pas été traduits. Donc, tout le développement de l'aïkido s'est fait sans les traductions des textes de Ueshiba dans lesquels il décrit ces états modifiés de conscience à travers la mythologie. Et donc, si vous voulez, ça s'est développé effectivement, détaché complètement de la mythologie et, entre guillemets, du religieux, voire du spirituel. Et l'aïkido dans le monde s'est développé comme ça. Alors, et c'est grâce certainement à ça qu'il a pu se développer, effectivement, parce qu'il n'y avait plus ces références à la mythologie. Maintenant, quand on a traduit le livre, on l'a donné à lire aux pratiquants d'aïkido, on a eu des retours. Alors, j'ai eu les retours, on me téléphonait en me disant que mais qu'est-ce que c'est que ce livre, ça n'a rien à voir avec l'aïkido, ça a été inventé. Bon, alors que Ueshiba présente ce livre comme un livre de méthode. Et c'est ça qui était étonnant, c'est-à-dire que ma méthode de sabre, ma méthode d'entraînement, ma méthode, et quand on prend le livre, on ne reconnaît en rien une méthode. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment il décrit une gestuelle, il décrit que des états. Et il décrit les états en utilisant soit un peu comme un phénoménologue, il décrit, quelquefois c'est assez, c'est très précis, au fond on est vraiment dans la phénoménologie, il décrit ce qu'il perçoit consciemment, et puis parfois il emploie des moments des mythes, des personnages, etc. pour expliquer. Et moi ce qui m'a intéressé, c'était que j'ai effectivement de reprendre l'étude sur Ueshiba en me disant le rapport à la mythologie qu'il nous décrit, c'est un autre rapport enfin c'est un rapport intérieur. Donc comment s'autoriser à étudier Ueshiba, à étudier son rapport à la mythologie, en partant du principe cette fois-ci qu'il nous parle d'état de conscience modifié. Et en fait, dans les trans, effectivement, ce qui se produit, c'est l'activation de certaines structures psychiques qui se manifestent par des images. Et ces images-là, elles sont des images archétypiques ou des images qui renvoient à la mythologie, à l'inconscient collectif. Donc, j'ai pris l'étude de Ueshiba sous cet angle, si vous voulez. Merci Bruno pour cet éclairage. Il faut qu'on avance, mais effectivement, c'était bien que tu l'évoques parce que ça clarifie un certain nombre de choses.